Tu m'as assez humilié, belle-mère. Les mots de ma belle-fille tranchèrent l'air comme une lame tranchante. Là, dans mon salon, devant mes enfants et petits-enfants, elle me dit cela avec un sourire glacial. Mon cœur s'arrêta de battre quelques secondes. 43 ans de mariage, 20 ans comme belle-mère, et c'est comme ça qu'elle me voyait? Comme quelqu'un qui humiliait. J'ai toujours été polie et respectueuse, et je ne me suis jamais immiscée dans la vie de ma fille. Au contraire, j'ai toujours essayé de l'aider, même lorsqu'elle insistait pour m'ignorer lors des réunions de famille ou qu'elle marmonnait des commentaires sur ma simplicité à ses amis. J'avais toujours du mal à avaler ma salive lorsqu'elle corrigeait ma grammaire devant les autres ou lorsqu'elle soupirait chaque fois que je lui proposais mon repas maison, préférant commander quelque chose de plus sophistiqué. Grand-mère ne comprend pas ces choses modernes, disait-elle à mes petits-enfants, comme si j'étais une relique désuète. Pendant des années, j'ai subi les regards compatissants des autres belles-filles de la famille, les murmures me disant que j'étais trop démodée pour suivre une femme cultivée comme elle. Je la voyais lever les yeux au ciel quand je parlais de ma jeunesse, comme si mon histoire n'avait aucune valeur. Elle arrivait aux fêtes habillée de vêtements coûteux, parlait de voyages internationaux, insistait pour mentionner son master, ses cours de langue, me présentant toujours comme la belle-mère ignorante et ignorante. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Peut-être était-ce sa façon de le dire, ou le silence gêné qui a suivi. Mes enfants ont baissé les yeux, gênés. Mes petits-enfants ont arrêté de jouer. Et moi, j'ai simplement souri. Un sourire qu'elle n'a pas pu déchiffrer. Parce qu'à cet instant, j'ai compris que le moment était venu pour elle de découvrir qui j'étais vraiment. Et croyez-moi, la réponse que j'avais cachée si longtemps la surprendrait bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Parfois, ceux qu'on sous-estime détiennent des secrets qui peuvent tout changer à jamais. Cette phrase résonna dans ma tête pendant des jours. Tu m'as déjà assez humiliée. Comme si moi, une femme de 62 ans, j'avais passé 2 décennies à essayer délibérément de la rabaisser. L'ironie était si amère qu'elle me fit presque rire. Car en réalité, c'était exactement le contraire. Je me souviens du premier dîner de Noël qu'elle a passé avec nous. J'avais dressé la table avec ma plus belle porcelaine, celle que ma mère m'avait offerte à mon mariage. Elle a regardé tout cela avec un sourire poli mais glacial et m'a demandé si je n'avais pas quelque chose de plus moderne. Quand j'ai servi mon vatapa, elle a fait une grimace subtile et a dit qu'elle essayait de manger plus sainement. Mon mari a essayé de détendre l'atmosphère, mais j'ai vu la gêne dans ses yeux. C'était toujours comme ça. De petits coups de pouce déguisés en gentillesse. Elle arrivait avec des cadeaux coûteux pour ses enfants, soulignant qu'elle voulait leur offrir le meilleur, comme si ce que je lui offrais ne suffisait pas. Quand je lui racontais des histoires de jeunesse, elle changeait de sujet ou consultait son téléphone d'un air ennuyé. Pour elle, je n'étais qu'une simple belle-mère, inculte, grossière. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir mon fils rester silencieux dans ces situations. Il avait grandi en écoutant mes histoires, il savait d'où nous venions, il savait tous les sacrifices que j'avais faits pour lui donner une éducation. Mais en sa présence, il semblait tout oublier. Comme s'il avait honte de ses propres origines. C'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car ils savent que derrière chaque silence se cache une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et mon histoire, eh bien, commençait tout juste à se dévoiler à ce moment-là, lorsque j'ai décidé de sortir du silence. Car ce qu'elle ignorait, c'est que je lui cachais quelque chose depuis 20 ans. Quelque chose qui allait complètement changer son regard sur moi. Ce que je gardais n'était pas de la rancune. C'était bien plus puissant que ça. C'était la connaissance. Pendant toutes ces années, alors qu'elle me traitait comme une ignorante, j'observais chacun de ses gestes, chacun de ses mots, chaque petit mensonge qu'elle racontait sur elle-même. Il y a 20 ans, lorsque mon fils l'a ramenée à la maison pour la première fois, elle est arrivée vêtue d'une robe élégante et avec un accent forcé. Elle m'a dit qu'elle avait étudié en Europe et qu'elle venait d'une famille traditionnelle de Sao Paulo. J'ai souri et lui ai fait signe de la main, comme toujours. Mais quelque chose me dérangeait. Peut-être était-ce sa façon de tenir sa fourchette, ou sa façon de prononcer certains mots lorsqu'elle était nerveuse. De petits détails que seule une femme qui a élevé des enfants peut reconnaître. Les premières années, j'ai essayé de me rapprocher d'elle. Je lui ai posé des questions sur sa famille, sur ses études à l'étranger. Ses réponses étaient toujours vagues et évasives. « Oh, tu ne connais pas l'endroit », disait-elle avec un sourire condescendant. Quand j'insistais, elle changeait rapidement de sujet, comme si elle avait peur de révéler quelque chose. C'est un dimanche après-midi, il y a 15 ans, que le premier indice est apparu. Elle avait laissé son sac ouvert sur la table de la cuisine alors qu'elle jouait avec mon petit-fils dans le jardin. Une vieille carte d'identité en est sortie. Le nom était correct, mais le lieu de naissance n'était pas Sao Paulo. C'était une petite ville de l'intérieur de Bahia. La même région où je suis née.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Pourquoi cacherait-elle ses origines? Et surtout, pourquoi traiterait-elle avec autant de mépris une femme qui venait du même endroit qu'elle? J'ai commencé à lui prêter davantage attention. Lors des dîners de famille, quand elle parlait de culture et de sophistication, je restais assis tranquillement à l'observer. Car je savais désormais que derrière cette façade se cachait une vérité bien différente. Une vérité qu'elle ferait tout pour taire. La découverte de ce portefeuille a tout changé pour moi. Non pas que je jugeais ses origines, mais au contraire, je me sentais connecté à elle comme jamais auparavant. Nous étions deux femmes qui avions quitté la campagne de Bahia à la recherche d'une vie meilleure. La différence, c'est que je n'ai jamais renié mes origines. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer d'autres détails. Sa façon de reconnaître les épices spécifiques de notre région alors qu'elle pensait que personne ne lui prêtait attention. Ses yeux pétillaient quand je mettais de la musique de Luis Gonzaga, avant qu'elle ne se souvienne de feindre l'indifférence. Et surtout, comment elle savait exactement où se trouvait l'épicerie du coin dans la ville où j'ai grandi, quand je la mentionnais dans une conversation informelle. Pendant des mois, j'ai hésité entre la confronter et simplement laisser tomber. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras et lui dire qu'il n'y avait aucune raison de cacher quoi que ce soit. Que je comprenais sa honte, car je l'avais ressenti aussi. Quand je suis arrivé à Salvador à 17 ans, avec une valise en carton et un fort accent, j'ai aussi été jugé. J'ai aussi essayé de m'adapter, de parler plus joliment, de m'habiller différemment. Mais la différence entre nous était flagrante. Alors que j'avais appris à accepter mon héritage avec fierté, elle s'était construit une fausse image. Pire encore, elle utilisait ce mensonge pour me rabaisser, pour me faire sentir inférieure, car j'étais exactement ce qu'elle était, sans pouvoir l'admettre. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage, laissant un signal silencieux que le message les a touchés, car ils reconnaissent la douleur d'être jugés par ceux qui devraient mieux les comprendre. J'aurais pu tout révéler sur le champ. Il aurait pu dire à toute la famille qu'il connaissait la vérité. Mais j'ai choisi le silence. Non par peur ou par faiblesse, mais parce que j'attendais le moment propice. Celui où elle se livrerait complètement. Et ce moment est arrivé cet après-midi-là, quand elle m'a finalement humilié publiquement. Cet après-midi-là, tout avait commencé normalement. C'était le 15e anniversaire de ma petite fille, et toute la famille était réunie dans le jardin. J'avais passé la matinée entière à préparer le goûter, à décorer la table et à organiser chaque détail avec le soin que seule une grand-mère peut apporter. Ma petite fille était radieuse, courait dans tous les sens, montrant sa nouvelle robe à tout le monde. C'est alors que ma belle-fille est arrivée avec une équipe de traiteurs. Oui, elle avait réservé un service traiteur complet sans me prévenir. J'ai pensé qu'un service plus professionnel serait plus approprié, a-t-elle dit en demandant au personnel de remplacer mes décorations par les siennes. Devant tous les invités, elle a commencé à retirer mes douceurs de la table et à les disposer sur un plateau séparé, comme s'il s'agissait de mets de seconde zone. J'ai senti le feu me monter au visage. Ce n'était pas de la colère. C'était un mélange d'humiliation et de tristesse qui me déchirait les entrailles. Ma sœur, qui était à la fête, me regardait avec pitié. Mes voisins chuchotaient entre eux. Et mon fils est resté silencieux, faisant comme si de rien n'était. Mais le tournant est arrivé lorsque ma petite fille m'a demandé innocemment: « Grand-mère, pourquoi maman a-t-elle échangé tes bonbons ?» Ma belle-fille s'est alors tournée vers moi, avec ce sourire glacial que je connaissais si bien, et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende: « Parce que ta grand-mère ne comprend pas que tout ce qu'on fait à la maison n'est pas assez bon pour une grande fête. Parfois, il faut être plus exigeant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était comme si le temps s'était arrêté. 20 ans d'humiliation mesquine avaient culminé à cet instant. 20 ans à être traitée comme une femme sans valeur, incompétente et sans importance. C'est alors que j'ai regardé autour de moi et que j'ai vu tous ces visages qui me fixaient. Certains avec pitié, d'autres avec gêne. Et j'ai décidé qu'il était temps pour elle de découvrir qui avait vraiment humilié qui pendant toutes ces années. À l'instant où mes douceurs furent retirées de la table et remplacées par des plateaux froids, j'eus l'impression de me trouver devant un miroir déformant. D'un côté, l'image de la femme que j'avais toujours été simple, déterminée, façonnée par des mains qui ne reculaient jamais devant le travail. De l'autre, la caricature qu'elle essayait de construire de moi, comme si mon existence pouvait se réduire à un accessoire désuet. Le contraste était cruel, et pourtant il y avait là une étrange révélation. J'ai réalisé que l'humiliation publique ne se limitait pas à moi. Elle s'est répandue sur la mémoire de ceux qui m'ont précédé, sur la dignité de ma mère qui m'a offert mon premier plat de mariage, sur l'effort de chaque génération qui a transformé la pauvreté en subsistance. Lorsqu'elle a jeté mes plats, ce n'était pas seulement la nourriture qu'elle méprisait, c'était l'histoire qui accompagnait chaque recette, chaque assaisonnement, chaque détail préservé comme un héritage invisible.
Et tandis que cette douleur me submergeait, quelque chose d'autre s'éleva silencieusement en moi. C'était comme une flamme vacillante dans une pièce sombre, petite mais tenace, refusant de s'éteindre. Car je savais que je cachais depuis des années une vérité que personne là-bas ne soupçonnait. Et cette vérité, si elle était révélée, non seulement équilibrerait la balance, mais révélerait aussi qui était vraiment prisonnier du mensonge. Les voix autour de moi semblaient lointaines, comme si j'étais submergé. Je voyais des lèvres bouger, des expressions mal à l'aise, mais le son était étouffé, presque irréel. C'est dans ce silence intérieur que mon esprit a assimilé le poids de cette scène. Je n'étais plus seulement la belle-mère ignorée, j'étais le point faible de la famille, le détail que tout le monde feignait de ne pas voir, mais qui soutenait plus qu'il n'y paraissait. Entre peur et espoir, j'avais l'impression d'être à un carrefour invisible. La peur d'en révéler trop, de briser des liens encore susceptibles d'être sauvés. L'espoir que, le moment venu, la vérité aurait le pouvoir d'illuminer la pièce d'un seul coup. Et c'est dans cette dualité que je suis resté, souriant à l'extérieur, brûlant à l'intérieur. Ni pressé de réagir, ni pressé de réagir. Juste respirer l'instant présent comme quelqu'un qui retient son souffle avant de plonger, sachant que la surface ne suffisait plus. Car ce qui allait émerger de cette obscurité n'était pas seulement ma voix, c'était la révélation qui allait changer à jamais le regard de tous sur nous. Le silence qui suivit cette humiliation ne mit pas fin à la fête. Au contraire, il rendit chaque rire plus forcé, chaque conversation plus inconfortable. J'ai remarqué les regards fuyants, les mains agitées, les murmures étouffés. La scène était déjà gravée dans la mémoire de tous, et c'est précisément ce poids que j'ai laissé planer. L'impact ne résidait pas seulement dans ces paroles, mais dans la réaction collective, dans la façon dont la salle semblait plus petite après qu'elle ait décidé de m'exposer. C'est alors que j'ai compris que certaines batailles n'exigent pas de réponse immédiate. Son action avait déjà provoqué la réaction dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'élever la voix pour que la vérité commence à se manifester. Il me suffisait d'observer comment les pièces se réorganisaient sur l'échiquier. Les invités me regardaient, attendant une réaction, mais je me contentais d'un sourire calme. Ce silence était plus éloquent que toutes mes défenses. Et, petit à petit, j'ai pris conscience des conséquences concrètes de ce geste mesuré. Ma petite fille, encore confuse, est restée près de moi tout le reste de l'après-midi, comme pour me protéger de tout malaise. Mes voisins, qui auparavant chuchotaient avec pitié, me regardaient maintenant avec respect. Même mon fils, toujours silencieux, ne pouvait dissimuler la honte sur son visage. Sa stratégie consistant à me rabaisser en public avait eu l'effet inverse. Elle avait révélé son arrogance. Ce contraste entre effort et récompense m'a toujours intrigué. Elle a tant essayé de m'effacer, mais plus elle s'y efforçait, plus l'ombre qu'elle projetait devenait évidente. C'était comme si chaque attaque était une épreuve, et à chaque épreuve, je découvrais une nouvelle façon de résister. Ce qui lui semblait une victoire immédiate était pour moi la preuve que la vérité mûrissait tranquillement, attendant son heure pour s'imposer d'elle-même. Et peut-être avez-vous vécu une expérience similaire, lorsque quelqu'un tente de minimiser votre histoire devant des témoins. C'est souvent là que surgissent les plus grandes révélations, celles qui nous font réfléchir à l'importance de rester ferme, même dans le silence. Si cette pensée vous a traversé l'esprit, partagez-la avec moi. Comment transformeriez-vous l'humiliation en force? La tension qui avait débuté ce jour-là ne s'est pas dissipée avec la fête. Au contraire, elle s'est propagée comme une braise qui couvait lentement, ouvrant la voie à quelque chose de plus grand. Je savais qu'il y aurait plus, et à chaque instant, l'impatience grandissait, comme le grondement d'un tonnerre lointain annonçant un orage impossible à éviter. Ce soir-là, après le départ de tous, la maison resta lourde du bruit de la fête. Les plateaux en inox brillaient encore sur la table, froids, sans âme, remplaçant les douceurs que j'avais préparées de mes propres mains. Le contraste était si saisissant qu'il semblait presque symbolique. D'un côté, le faste acheté, de l'autre, l'affection délaissée. J'ai traversé les vestiges de l'événement comme quelqu'un traversant un champ de bataille silencieux, réalisant que la véritable guerre ne s'était pas déroulée devant les invités, mais dans chaque œil qui avait assisté à la scène. Les conséquences de son choix ne se limitèrent pas à ce jardin. Le lendemain, je sentais déjà le changement dans l'air. Une voisine, toujours distante, m'arrêta au portail et me demanda si j'acceptais une douceur inhabituelle. Une autre, témoin de mon embarras, fit remarquer qu'elle ne se souvenait pas avoir vu une femme aussi sereine face à un tel affront. Ces petits gestes étaient comme les fragments d'une toile invisible se formant autour de moi, une toile qu'elle ne parvenait jamais, malgré tous ses efforts, à maîtriser. Et pourtant, il y avait une ombre de défi. Car derrière chaque expression de soutien, je savais qu'il y avait aussi de la curiosité, cette question muette. Combien de temps allais-je rester silencieux? Ce doute persistait non seulement chez les autres, mais aussi en moi. La sérénité que j'affichais n'était pas une absence de douleur.
C'était un voile soigneusement tissé pour cacher la flamme qui brûlait en moi. En débarrassant la vaisselle, je me suis demandé ce qu'elle avait dû ressentir. Croyait-elle avoir gagné? Dormait-elle paisiblement, convaincue que la fête avait effacé toute trace de ma valeur? Cette incertitude ne me dérangeait pas. Au contraire, elle nourrissait la certitude que la patience est souvent l'arme la plus meurtrière. Car la hâte d'humilier en dit plus sur l'agresseur que sur la victime. La croissance de ma force résultait précisément de ce contraste. Plus elle tentait de m'affaiblir, plus je réalisais la grandeur de me tenir debout au milieu de la tempête. Ce n'était pas de l'orgueil aveugle, c'était une résistance consciente, comme un arbre qui plie sous le vent pour prouver que ses racines sont intactes. Et donc, cette nuit-là, je me suis endormi, le cœur partagé entre l'espoir et le doute. Espoir que la vérité affleure. L'incertitude quant au prix à payer pour la révéler. Mais une chose était sûre, le silence ne durerait pas éternellement. Quelque chose allait bouger, et quand cela se produirait, aucun mot ne pourrait effacer son impact. Le silence de cette nuit-là n'était pas seulement l'absence de voix, mais un poids qui pesait sur chaque recoin de la maison. Les murs semblaient porter les échos de ce qui s'était passé, comme s'ils avaient été témoins d'un événement trop grand pour être oublié. Je m'allongeai, mais le sommeil ne venait pas. Le plafond sombre au-dessus de moi était comme un voile épais, et je me demandais si le monde autour de moi voyait aussi ce que je voyais maintenant si clairement, que la fête n'était pas seulement un anniversaire, mais le théâtre d'un jeu bien plus profond. Les images me revinrent avec une précision saisissante. Ma petite fille fixant avec confusion le retrait des bonbons, les expressions gênées des voisins, le silence gêné de mon fils. Tout cela se rejoint dans ma mémoire comme s'il s'agissait de photographies prises au moment précis où chacun choisissait son camp. Et c'était peut-être là le plus douloureux, réaliser que tout le monde ne prendrait pas ma défense. Certains préféraient rester dans l'ombre, par peur ou par commodité. Cette prise de conscience m'a apporté un étrange mélange de confiance et de doute. Confiance, car je savais que la vérité était avec moi. Doute, car je comprenais que la vérité seule ne suffit pas toujours à changer la perception de ceux qui ne veulent pas voir. C'était comme marcher dans un long couloir, éclairé par de fines lueurs, mais dont des pans entiers étaient plongés dans l'ombre. Je devais décider où poser les pieds, incertain de la surface du sol qui supporterait mon poids. Pourtant, ce processus avait quelque chose de transformateur. J'ai découvert que l'humiliation publique, au lieu de me briser, commençait à me façonner différemment. Je n'étais plus seulement la femme qui subissait en silence. Je devenais celle qui choisissait quand et comment s'exprimer. Ce changement était subtil, presque invisible, mais aussi réel que le sang qui pulsait dans mes veines. Et ce matin-là, en écoutant au loin les aboiements d'un chien dans la rue déserte, j'ai réalisé que je me rapprochais de plus en plus du moment où le silence deviendrait insupportable. Quelque chose en moi montait comme une marée sur le point de déferler sur la plage. Je savais que lorsque cette vague déferlerait, rien ne serait plus pareil. Le défi n'était plus de savoir si je parlerais, mais quand et quel serait le prix de cet instant inévitable. Le lendemain matin, tandis que la lumière filtrait à travers les rideaux et traçait des traînées dorées sur le sol du salon, j'ai réalisé que quelque chose en moi n'était plus la même. Il n'y avait plus de place pour le poids qui m'avait autrefois paralysé. L'humiliation, qui aurait pu causer ma perte, était devenue un carburant. C'était comme si chaque regard détourné, chaque murmure m'avait poussé au point de non-retour. Je n'étais plus seulement la femme qui endurait. J'étais devenue celle qui choisissait de transformer la douleur en force. Le contraste était palpable. D'un côté, le défi constant de vivre sous le jugement de ceux qui se nourrissaient des apparences. De l'autre, la conquête silencieuse de savoir que je porte en moi quelque chose que personne ne peut me voler. Ma vérité, mon histoire, mon origine. Et c'est dans cet équilibre délicat, entre fragilité et force, que j'ai trouvé la clé de mon ascension. Je me souvenais de la fête comme d'une scène tournée sur un vieux film. Les friandises retirées de la table, le regard confus de ma petite fille, le lourd silence qui s'était installé parmi les invités. Mais maintenant, quand je repense à cette image, je ne ressens plus de douleur. Je ressens une clarté. Car chaque geste de mépris devenait la preuve de ce qui était toujours là, visible de tous. Celui qui avait vraiment besoin de se cacher, ce n'était pas moi. Cet apprentissage n'a pas été facile. Il a été difficile, douloureux, et m'a obligé à endurer des nuits entières de doute. Mais en même temps, il m'a apporté la surprise de découvrir que je suis encore capable de me réinventer, même à 62 ans. C'est ce sentiment de renaissance que je veux laisser graver, car je sais qu'il n'est pas le mien. Nombreux sont ceux qui suivent mon histoire qui se reconnaissent dans ce combat silencieux. Et c'est peut-être pourquoi tant de personnes ressentent le besoin de quitter ce site, d'aimer, de commenter et de s'abonner, comme pour montrer qu'elles ne sont pas seules dans cette aventure. Aujourd'hui, avec le recul, je ne vois pas que la douleur. Je vois aussi le privilège d'être arrivé jusqu'ici sans me perdre. Car être sous-estimé n'a jamais été la fin,
c'était juste le début d'une révélation. Et c'est cette révélation qui demeure, comme un murmure assez puissant pour traverser le temps. Lorsqu'on essaie de vous effacer, c'est précisément à ce moment-là que vous apprenez à briller encore plus.